Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la liquidité qui est plutôt encourageante pour revenir éventuellement réintégrer la zone 82 à 88 000 dollars, mais la structure qui est pas très encourageante à regarder. On va parler de prise de liquidité, on va parler aussi du S&P 500 qui pump tel un shitcoin sur fond de fake news. Et ça, c'était hier. Voilà, on va parler de toutes ces choses tranquillement. Ensemble, on y va pour l'intro. Alors, Bitcoin en daily, il se trouve que hier, on avait donné ce niveau daily à ne pas perdre, c'est-à-dire à ne pas hard closer. En l'occurrence, il a été hard closé, mais on a quand même une jolie poussée encourageante, on va dire ça comme ça. Donc, on va pas l'enlever tout de suite, on va le décaler très légèrement vers le bas et on va lui donner une petite chance pour les jours prochains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous les cas, on va dire, y compris, hein, et vous comprenez que la zone pivot à récupérer absolument, elle est là. C'est à peu près celle qu'on vient de retester et qui a rejeté une première fois. Et c'est celle lors de laquelle finalement auparavant donc c'était un support des 81 200. Moi j'appelle ça le support des 82 parce que vous voyez qu'on avait en fait c'était que des toutes petites prises de liquidité sous 82 ici, mais globalement on refusait de clôturer sous 82, voilà. Donc en fin de journée à chaque fois on récupérait un petit peu le niveau, et là en l'occurrence vous voyez que bien sûr ça a été perdu, mais ce point-là risque de se transformer en résistance, et pour le moment c'est à peu près la réaction qu'il nous donne. On a effectivement une jolie poussée vers le retest. On garde un petit peu cette idée d'une prise de liquidité puisque cette mèche-là est très jolie en daily. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des mèches comme ça. En général, c'est plutôt des mèches qui nous disent que le prix repart un petit peu plus vers le haut, sans nécessairement que ça soit un bottom ultime. Mais vous voyez ici, bon voilà, il y a des jolies réactions hein, quand on fait ce genre de mèche. Pourquoi ça? Parce que je le dis souvent, hein, mais alors ici c'est un petit peu moins le cas, hein. Vous voyez qu'on est resté un petit peu à plat, et puis finalement derrière on a perdu le niveau, c'est pas une science exacte malheureusement. Et oui, en général, pourquoi ça? Parce que ça veut dire que Bitcoin fait une prise de liquidation, certes, mais dans un carnet d'ordre qui lui-même, donc là il y a une cascade de liquidation, mais dans un carnet d'ordre qui lui-même est sur un point d'intérêt de la part des institutions, et où il y avait déjà du monde en fait dans ce fameux carnet d'ordre. Et vous comprenez bien qu'une institution, généralement, ce qu'elle adore, c'est acheter dans les liquidations des autres de manière à tout simplement pouvoir filer énormément de contrats dans un sens bien sûr. Donc quand les longues se font liquider, vous avez parfois des institutions qui rachètent les niveaux de manière à absorber toute l'offre, hein, finalement, pour derrière repousser le prix et aller plus haut. Et ça leur permet d'aller se nourrir un petit peu eh bien des planctons, hein, tout simplement, qui étaient en position. Ici, et là, la question qu'on est en train de se poser, bien évidemment, c'est est-ce qu'on vient de faire une prise de liquidité sous ce range qu'on va réintégrer, hein. Vous l'aurez compris ici que l'idée, c'est soit 81 200 ne rejette pas, c'est-à-dire qu'on va y arriver, on va repousser et on va remonter. Et à ce moment-là, ce qui va nous intéresser, c'est la zone de 88 000 à 92, hein, qui est un petit peu la zone de rejet, hein, la prochaine, on va dire, si on y va comme ça, d'accord. On regardera en fait un range avec une belle déviation dessous. Il y aura peut-être prochainement ensuite une déviation dessus. Vous comprenez ici après derrière que la grosse résistance c'est 96 et 88. Hein. Il n'y a pas besoin d'être Einstein et d'avoir fait le MIT pour voir ce genre de choses. Belle boîte de liquidité ici. Dorénavant plus beaucoup de liquidité en bas. Donc ceux qui ont racheté les liquidités qui sont là pourraient, hein, notez bien le conditionnel ici, vouloir venir vendre les liquidités qu'ils ont rachetées ici dans les liquidités des shorters. Faire le mouvement inverse tout simplement. J'ai acheté énormément de contrats dans cette zone-là. Je viens me lourder de ces contrats dans cette zone-là. C'est ça qui crée une résistance. C'est-à-dire que dans les liquidations des shorts, on peut avoir une petite mèche ici comme ça par exemple, typiquement, et ben pour le coup, moi je suis en train de vendre ma sauce. Je veux pas utiliser de terme, quand je dis vendre ma sauce, il n'y a rien de péjoratif bien évidemment, mais voilà. Donc globalement, voilà, cette mèche est presque, on tient presque. Alors j'aurais bien aimé que ça continue à toucher au moins certaines zones. L'idéal aurait été, bien sûr, vous l'aurez compris ici, qu'on vienne clôturer
quasiment faire la clôture ici, d'accord. Là, pour le coup, c'était là, en mode putain, trop cool, et on peut éventuellement réintégrer. On va pas faire trop long là-dessus, mais globalement c'est l'idée. On va tout de suite aller sur le 4 heures. Sur le 4 heures, pour moi, ce que j'ai, c'est petite cassure de cette distribution-là. Bon, ça on l'a vu, c'était notre point d'entrée, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire le moment où le momentum le plus agressif se calmait. À ce stade, et pour le moment, attention, on est à peine au contact de la distribution un peu moins agressive sur les deux. Vous comprenez bien que si on arrivait à casser cette distribution-là, ça serait globalement peut-être direction 82 500. 82 500 étant potentiellement une zone où on réintègre ce fameux support qui pourrait ou pas devenir résistance dans ce que je vous ai parlé. Globalement, vous avez ici voilà, cette épaule, tête-épaule par exemple. Est-ce qu'on est en train de la retester? Alors on a déjà touché de sa target, mais c'est pas un problème. Ça reste une figure de retournement. Ou alors est-ce qu'on la réintègre, d'accord, pour venir essayer de... En fait, finalement, encore une fois, range, déviation en bas, d'accord, réintégration rapide, ok, pour finalement continuer range, déviation en haut, et là, vous avez pris la liquidité dans tous les sens. C'est fabuleux, c'est une orgie, un gangbang de liquidité, et tout est magnifique dans ce cadre-là. Pour le moment, attention, distribution, plutôt point de rejet. Petit niveau également, je trouve, hein, en tout cas, à dépasser, petit niveau de rejet, hein, petite zone, hein, vous le voyez si je vous le notez là, vous avez une forme de résistance 4 heures hein, qu'on peut voir ici qui est très flagrante. C'est-à-dire que pour le moment, bah, on essaye de s'affranchir et de hard closer cette zone là et puis on n'y arrive pas. Ici comme ça. Et donc voilà, donc ici, niveau plus trend, il est tout petit peu au-dessus, niveau plus trend, bah, attention parce que en général c'est des zones de rejet. Mais en revanche, ces zones de rejet-là, si jamais elles passent, nous donnent des explosions assez impressionnantes. Quand vous cassez quelque chose de bearish de manière bullish, vous comprenez ici que le fait de casser la trend vous emmène dans la liquidation de ces shorts-là qui sont très frais. Et puis, le fait de casser le niveau vous donne le jus pour, effectivement... Enfin, ici, c'est comme une double explosion d'une bouteille de champagne si jamais ça casse. Par contre, en revanche, ça serait plutôt ici, dans l'idée, quelque chose qui nous emmènerait plus bas. Et dans ce cadre-là, on peut imaginer une 2 en correction, une 3. Tout ça est assez correctif quand même. Hein. Vous comprenez qu'on n'a pas un truc qui est parfaitement aussi impulsif. C'est certes assez impulsif, mais ça ressemble plutôt à une correction, surtout si je vais sur des plus petites UT. Donc la question étant, si ça pète fort, mais en soi, et d'une manière générale, on a quand même ce caractère un petit peu correctif de l'histoire. Hier, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, épaule, tête, épaule ici en retournement, c'est-à-dire que hier, on avait évoqué, on devait être par ici. On avait évoqué le fait de commencer par faire une première petite épaule, tête épaule ici, et qui elles-mêmes viennent à refuser sur cette zone-là, et finalement donnent une deuxième épaule. Vous voyez que c'est à peu près ce qu'on a. Il y a eu un mouvement de marché un peu bizarre au vu de la structure, en tout cas, les choses sont allées un peu plus vite qu'elles n'auraient dû, parce qu'il y a une fake news qui est sortie ici. Là, sur cette mèche-là, je sais pas pourquoi je... Hop, comme ça, voilà. Sur cette mèche-là, ces deux mèches-là à la suite, à peu près 15 minutes, 30 minutes, où le prix ne fait que monter en ligne droite, en fait, il a été faussement annoncé une pause sur les tarifs de 90 jours, donc 3 mois. Donc le marché est exulté, bien sûr. Il faut bien comprendre que dans ce cadre-là, il y a à peu près 2 trillions qui sont re-rentrés en à peine 30 minutes sur le S&P 500, d'accord. Donc du coup, ça a été extrêmement violent. Et puis derrière, un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà là, sûrement que la plupart oui, parce que j'ai pas pris beaucoup d'abonnés depuis, mais enfin, c'est surtout, je pense, des gens de l'ancien temps qui sont beaucoup en train de regarder mes vidéos, mais en soi, le stagiaire de Cointelegraph, je sais pas si vous vous souvenez, qui a annoncé que les ETF c'était ok et que c'était approuvé ou que ça allait se lancer ou je sais plus, mais une fake news qui était sortie et où pareil, plusieurs centaines de milliards étaient rentrés d'un coup sur la market cap de la crypto dans son ensemble, et que finalement la news avait été démentie, hein, donc ça avait été une magnifique raquette de liquidation. Ici, pour moi, quand le prix doit aller quelque part, il y va. Il y a peut-être un peu d'excès, là, pour moi, il devait aller ici, le prix. Hein. Après, malheureusement, il nous a privé de ces shorts-là. Si on avait dû faire l'épaule tête-épaule, hein. Vous vous rappelez ici que moi, j'aime bien quand une épaule tête-épaule, en fait, elle est légèrement descendante.
Parce que en plus d'avoir ce côté horizontal du niveau, on a des petits niveaux qui s'enchaînent. On a ce petit côté cascade de liquidation quand on les casse. Je parle d'épaule tête épaule inversée, hein, pour ceux qui pourraient dire une bite, mais c'est une épaule tête épaule inversée, d'accord? Excusez-moi pour les blagues d'aujourd'hui qui sont bien graveleuses, mais bon, du coup, voilà, ça sort tout seul. Donc ici, voilà, donc là, on perd un petit peu sur cette fameuse news, hein, un petit peu de l'attrait de cette figure-là. Mais bon, globalement, vous voyez qu'ici, on est quand même en train de larver dessous. Et spoiler alert sur la liquidité, en fait, si vous regardez ce niveau-là, il est quand même pas mal shorté. On vient d'additionner beaucoup de liquidité dans cette zone-là. Est-ce qu'on va aller la chercher, on va aller vendre là, ou alors est-ce qu'on va juste aller vendre dedans? La question qu'on doit se poser toujours quand on a ce genre de figure, là, ici, par exemple le TE, c'est est-ce que je fais juste un SFP? C'est-à-dire, est-ce que je viens prendre que la liquidité qui se trouve là? Et là, on est tellement vendeur par les institutions qui ont acheté là, finalement, que on est tellement vendeur sur cette zone-là que le prix se retourne. Donc, vous avez ici une jolie figure, certes, mais ce qu'on appelle un SFP, c'est une figure qui, par exemple, enfonce son retest et dégage vers le bas, typiquement. Donc, juste, je fais une mèche, là, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on va surveiller dans son UT, ici, que ça vienne bien s'installer dans sa time frame, au-delà du niveau, d'accord? Donc, ici, bon, l'UT, qu'est-ce qu'on peut dire? On a ce très joli niveau qui est là, qui va nous permettre d'avoir vraiment une TF intéressante. Je dirais que du 15 c'est bien, c'est rapide. Je pense que on touche partout. Moi je trouve avec le 15 là, c'est typiquement ce que je veux avoir comme type d'info assez rapide. Donc je me mets par là. Ici très exactement, et bien sûr je le libelle en 15 minutes. Vous comprenez ici bien qu'on travaille le hard closing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas ce que je veux typiquement justement, c'est pas juste voir une mèche typiquement ça c'est un rejet. Le niveau 15 minutes a tenu, hard closer veut dire ouvrir et fermer une bougie dans l'UT 15 minutes au-delà de ce niveau. Si vous comprenez rien à ce que je raconte, et là, excusez-moi, depuis le début, je vous montre Ethereum, mais c'est pareil, hein, vous avez typiquement la même figure sur BTC, je suis désolé. Je me suis même pas rendu compte, je viens de regarder les prix là sur le côté, mais c'est pas du tout un problème. Globalement, voilà, ce qu'on veut voir ici, c'est péter ce 15 minutes et s'installer au-dessus pour se dire, tiens, c'est pas juste une prise de liquidité. Derrière, encore une fois, comme on a cassé ces distribs et on casserait éventuellement celle-là, ça nous donnerait éventuellement visite de ce point pivot pour Ethereum. En gros, il est un peu plus haut que Bitcoin, 1811. En l'occurrence, non, peut-être plus par ici, je trouve. Voire même... Voilà, quelque part plutôt à 1700, d'accord? Voilà un peu l'idée et target de cette ETE. Si on la casse, déjà, on a aussi plein d'infos, hein, finalement, juste ne serait-ce que dans la figure de retournement actuelle. Target 1819, qui correspond pas mal, hein. Et là, du coup, on aura fait toute l'analyse sur Ethereum, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Ce qui correspond pas mal à un niveau 1 heure, je pense. Ouais, peut-être 4. Ouais, un niveau 4 heures qui est plutôt mignon, qui se trouve par ici, qui pourrait lui-même aussi fomenter un rejet. D'accord? Si vous comprenez rien, n'hésitez pas à aller voir les tutos en fin de vidéo, ça c'est une première chose. Et puis, éventuellement, venir regarder ce qu'il y a en lien d'affiliation, etc. Toutes ces choses-là, c'est important pour la chaîne que vous jouiez le jeu, à savoir mettre un like, éventuellement mettre un petit commentaire d'encouragement. Même si c'est moi qui suis très foireux là-dessus, parce que je réponds pas beaucoup aux commentaires, hein, j'avoue. Mais donc, il faut que je le fasse. En fait, c'est plus que j'ai plein de vidéos en retard. Je réponds à tous les commentaires, mais là, ça doit faire bien une quinzaine de jours que j'ai pas répondu. Parce que je suis une petite feignasse un peu dans ces choses-là. Et l'idée n'est pas forcément de chercher des abonnés. L'idée, c'est de chercher des intervenants de qualité un petit peu dans ce qu'on fait. On peut effacer cette target-là. Encore une fois, le daily, pour moi, on peut estimer qu'il est tenu. Si on casse le 15 minutes, c'est joli. On voit aussi qu'il y a un petit 4 heures là, hein, qui correspond au daily. Hein. Donc, on va le garder... qui correspond au daily depuis là. Hein. Donc, on va le garder sous les yeux. En gros, si vous préférez, vous avez un 4 heures en résistance et un daily en support. C'est plus ça qui est intéressant. Donc on va le mettre le plus haut possible. Ok, là vous avez le 4 heures en résistance et vous avez le daily en support. C'est ça qui est intéressant, c'est qui va gagner entre les deux, d'accord? Si je clôture une bougie 4 heures au-delà de ce niveau, c'est très encourageant pour... Au-delà de ce niveau-là, hein, donc de 1582 sur Ether. C'est très encourageant pour se dire que le daily va tenir et qu'on se dirige vers la target de la figure. Là. Si jamais, en revanche, le prix
ne nous donne pas ça. À ce moment-là, c'est direction le bas. Et grosso modo, Ether BTC, attention, plutôt un triangle, donc plutôt une figure de continuation. Triangle dans les petites UT, est-ce qu'on a vraiment une petite figure de retournement ou quelque chose qui se met en place? C'est pas joli. Il faudrait peut-être monter un petit peu plus haut pour espérer avoir une forme de TE ici. Hein, mais vous voyez ici, pour le moment, c'est pas joli. On est plutôt sur une zone de rebond, certes. Hein, c'est-à-dire que... Mais voilà, mais en gros, ce qui se dessine, c'est quand même plutôt un triangle. Triangle égale soit range, soit figure de continuation. Pour moi, assez souvent, ça se transforme en range. Total 3. Hop, ici. Bon, ça se reprend un petit peu. Pour l'instant, c'est sur distribution, donc attention à ça. Si ça casse la distribution, 1 heure, ça serait plutôt mignon pour faire un retracement haussier plus important. La figure... il nous manque une petite épaule, hein, si on veut vraiment faire... voilà, c'est plus là-dessus, pour le coup, hein, sur... l'altcoin dominance, c'est plus impulsion, flag, impulsion supplémentaire. Si ça passe pas, c'est pas bien. Si ça passe, en revanche, ça peut... Moi, j'adore hein, ce genre de config où finalement, on reproduit l'impulsion précédente. Donc là, ça vous donnerait des altcoins qui, pour le coup, viennent prendre à peu près depuis le bas, enfin depuis le point actuel, pardon, 0,7% de dominance. C'est assez conséquent, d'accord, pour être noté. Typiquement, ça vous donne quoi? À peu près une vague du 2 mars, c'est-à-dire des plus 10, plus 20. Ici, je pense que ce qu'on regarde au niveau du 2 mars, je suis pas sûr, mais je crois que c'était ce qu'on avait appelé la vague un peu des Dino Coins. Il me semble, hein, 2 mars, il y a un mois à peu près, ouais, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était ça. Où d'un coup, pas mal de vieux coins s'étaient réveillés. XRP et compagnie, Litecoin, il me semble. Enfin voilà, il y avait pas mal de. Donc du coup, c'est quand même des caps conséquentes, des market cap conséquentes, et elles avaient bien poussé la market cap plus haut. Il me semble que c'était ça, hein, de mémoire, ou alors c'était ça, mais je pense que c'était celle-ci. Hein. Là, toute cette du 25 février au 3 mars, il me semble que ça me parle au niveau de l'idée. Et là, ça vous donnerait globalement à peu près la même chose, pas forcément sur les Dinocoins, encore que ça pourrait être ce qui se passe, c'est-à-dire que ici, c'était un petit peu une rotation, rotation un peu foireuse. Comment dire? Il avait un peu manqué, d'ailleurs, en partie ETH, hein, mais globalement, l'idée, c'est qu'en général, vous avez BTC qui pump, et quand vous avez une rotation, après, la rotation se fait vers ETH, ensuite vers ce qu'on pourrait appeler les Dino Coins, mais globalement le top 10, d'accord, qui sont aussi des vieux coins, hein, par ailleurs. Donc on va mettre Dino, hein, admettons, disons-le comme ça. Et puis ensuite, c'est plutôt les small caps qui bénéficient, plus une narration. En général, il y a une grosse narration quand à chaque petite alt season un peu dans ce délire-là, il y a une grosse narration. Typiquement, ça a pu être par le passé Metaverse, ça a pu être Play to Earn, ça a pu être dans le passé, quoi d'autre, Internet of Things, Web3, à un moment donné, on en a une petite, d'accord? Donc, à chaque fois, il y a un truc qui a un petit peu la hype qui, dans les small caps, devient le truc hyper hypé, quoi, d'accord? L'idée aussi, c'est d'être dedans avant, hein, sinon vous loupez en général ces mouvements-là, c'est-à-dire que d'une manière générale, ils se mettent en place soit sans vous, parce que vous ne rentrez pas dessus et que soit vous rentrez un peu tard et du coup la prise de bénéfice elle est pas substantielle. Voilà, c'est ça. Vous pouvez prendre la dernière vague, mais pas beaucoup plus. Voilà pour la partie technique. On va regarder un petit peu la news, grosso modo. Hier, il y a eu un meeting à porte fermée, à huis clos, de la Fed. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il s'est discuté d'une baisse de taux anticipée, par exemple, pour cette semaine? Est-ce qu'il s'est discuté de plus de QE? Alors, pour le moment, c'est pas alarmant sur le QE, parce que, bizarrement, sur les taux à 10 ans et les bonds, l'obligataire se porte pas mal en fait, hein. C'est-à-dire que les US 10 ans, vous voyez, en délit assez bizarrement, théoriquement en fait, sur un mouvement typique comme ce qui s'est passé hier, vous aurez normalement ici des obligations qui dégagent un petit peu vers le bas également. Et là pour le moment, bon, c'est pas vraiment ce qu'on a. Alors c'est mal dit ce que j'ai dit, parce qu'il aurait mieux fait que je regarde le TLT.
Bon, enfin, c'est pas grave. Retenez qu'en tout cas, il y a des mouvements de marché qui sont un petit peu bizarres, au sens où la dette, en fait, au sens où le marché n'est pas en train de passer risk-off sur la partie US, en tout cas. C'est-à-dire que les TLT ne s'apprécient pas. Les bons du Trésor ne s'apprécient pas, alors que, donc théoriquement, c'est plutôt une rotation vers le cash ou d'autres pays. Hein. Il est possible aussi que finalement l'Europe, qui est quand même au centre des tarifs, paradoxalement, profite un petit peu de ce mouvement-là. On a plutôt globalement un marché auquel les États-Unis font peur. C'est plutôt ça qu'on a dans l'idée. Alors peut-être parce que la manière dont les tarifs étaient calculés, etc. Peut-être que le marché ne se base pas que sur les tarifs, mais se base plutôt sur cette potentialité que Donald Trump et son équipe sont en train de faire n'importe quoi. D'accord ? Ça a pas mal apaisé les tensions d'hier. Donc il y a deux choses qui ont apaisé les tensions hier. C'est-à-dire qu'hier, on aurait pu avoir un Black Monday. Et globalement, il y a eu cette information comme quoi la Fed tenait un meeting à huis clos. Donc quand ça dit danger, les gens aiment bien que la Fed se retrouve et en discute. Donc, parce que pour le coup, ça appelle un retour de liquidité. Donc le sell-off s'est un petit peu calmé là-dessus. Et deuxième chose, il y a pas mal de pays qui ont commencé à dire, bon, si vraiment on n'a pas trop compris la manière dont tu calcules tes tarifs, mais si tu veux, on fait 0 droit de douane, contre 0 droit de douane, et puis à ce moment-là, on essaye de s'apaiser. Nul doute que Trump va pas forcément jouer cette carte-là. Je crois que d'ailleurs, ce qui a été même répondu à UVL, Ursula von der Leyen, c'est que il va falloir donner plus, donc peut-être plus de dépenses globalement. L'Europe est quand même en train de se la prendre violemment, hein, mais là on parle vraiment avec les graviers et tout, la totale est en tournante par le reste du monde, on est vraiment ici. Mais globalement, ce qui va nous être demandé, je pense en grande partie, c'est minima de 2% des dépenses 2% du PIB en dépenses de défense, et avec une préférence pour de l'armement américain. Ce à quoi, moi, c'est mon opinion, on devrait dire non, et on devrait dire en soi, en réalité, on devrait s'en prendre une bonne, mais c'est pas le propre des politiques, c'est-à-dire de dire, bah nous, maintenant, le coca, c'est plus 100%, si vous voulez boire du Braise Cola, allez-y, mais en tout cas, tout ce qui est coca, et en plus, c'est un enfer au niveau, comment dire, sucre, etc., et santé publique, ces choses-là sont vraiment de la merde. Les McDo, pareil. Toute la tech, Google et compagnie, les Facebook, les Meta, les Instagram, c'est taxé à mort. Vous rentrez maintenant tout ce qui est consolidation sous forme de groupe, c'est-à-dire tout ce que vous pouviez faire avant, sous-entendu avoir des comptes consolidés, et votre succursale en France, elle perdait systématiquement de l'argent pour ne pas payer d'impôts chez nous, et finalement ça a remonté en Irlande, et puis derrière en Irlande on se rend compte que les groupes gagnent de l'argent d'une manière générale. Tout ça, ça dégage en fait, et puis voilà, et puis on se construit effectivement de la tech européenne, etc., etc. À un moment donné, si on en est là, on en est là. Je veux dire, il y a un moment où faut arrêter de se la prendre, ou alors tout simplement, on sort tous de l'Europe et chacun fait un peu ce qu'il veut à sa sauce, et puis voilà. Hein. Ici, c'était ça la fausse news. Trump qui considère une pause de 90 jours sur les tarifs sur tous les pays. King of the U-turn, donc le roi du demi-tour. Et en fait, derrière, tout cela a été, quelques minutes après, hein, 20-30 minutes, démenti par la Maison Blanche. Et donc, du coup, vraiment, sur S&P, probablement, c'est ce que j'ai mis là, j'ai retweeté, les plus gros marchés au monde trade comme si c'était Pump Fund, comme si on était sur Pump Fund, effectivement. Donc Behind Doors en ce moment, ça c'était hier, on n'a pas eu trop de conclusions autour de ce meeting de la Fed à huis clos, il n'y a pas eu d'annonce encore, etc. Peut-être qu'ils vont se retrouver à nouveau aujourd'hui. Ensuite, 100 millions de sorties sur les... C'est pas énorme hein, par rapport à la journée, et 0 sur les ETF Ethereum. Est-ce que la guerre commerciale entre les USA et la Chine pourrait faire exploser le cours du BTC ? Alors 24 minutes. Globalement, l'idée de cet article, celui-là en tout cas, c'est que la Chine, face à des tarifs trop importants, risquerait
devoir dévaluer sa monnaie pour garder une compétitivité vis-à-vis du dollar, etc. Alors, à mon avis, personnellement, j'y vois pas nécessairement trop ça, parce que la Chine échange déjà plus ou moins en dollars, hein, donc en soi, d'évaluer sa propre monnaie, oui, oui, c'est possible. Ce que ça voudrait dire, c'est que derrière, vous auriez des gens qui finalement, en Chine, pour se protéger de la dévaluation de leur monnaie, bah, passent sur Bitcoin. Donc des achats massifs de Bitcoin côté chinois et finalement du reste du monde vis-à-vis des États-Unis. Possible, personnellement, moi, ce que je dis, là où je vois plus un intérêt, c'est sur ce que je vous expliquais. Je ferai peut-être une vidéo vraiment totalement dédiée là-dessus, qui est plutôt le dilemme de Triffin. Si Trump veut, à un moment donné, annihiler totalement le déficit commercial américain, à ce moment-là, le dollar ne peut plus être la monnaie mondiale de référence, y compris pour les échanges en pétrole, y compris pour toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais expliqué aussi à un moment donné, mais comme c'est la forme de monnaie, entre guillemets, la moins risquée au monde, même si elle est imprimée à foison, il en reste pas moins que si vous êtes au Venezuela, vous avez plus intérêt à avoir votre richesse en dollars américains que autre chose, puisqu'on est quand même sur un système quand même de change flottant autour du dollar. Ça présente des énormes avantages pour les États-Unis, ce qu'on appelle unfair trade, c'est-à-dire que ça crée une demande induite pour le dollar, alors que ça n'est pas du fait de la balance commerciale des États-Unis, mais plus du fait de leur coercition militaire, mais aussi d'autres facteurs qui font qu'il y a une demande pour le dollar intrinsèque, qui font que les pays, typiquement par exemple, j'en ai parlé hier déjà, mais le Vietnam veut produire pour engranger du dollar américain derrière, qui est la monnaie la plus pure, entre guillemets, enfin la plus stable en ce moment. Donc s'il y a cet avantage, il y a forcément un trade déficit, parce que tout le pays veut de votre monnaie, donc tout le pays veut produire pour vous, tous les pays, pardon, veulent produire pour vous, et donc du coup, bah, forcément, il y a forcément, quand vous êtes la première monnaie au monde, un déficit commercial qui s'en crée. Maintenant, j'ai pas l'impression que Trump veuille continuer à jouer l'hégémonie globale du dollar, ou en tout cas, j'ai l'impression que il a intégré cette idée du dilemme de Triffin. Je ne sais pas si on dit Triffin ou Triffin, mais il a intégré cette idée de ce dilemme-là. Je vais regarder une petite seconde. Alors, Robert Triffin était belgeo-américain, donc je pense qu'on peut dire les deux. On peut dire Triffin ou on peut dire Robert Triffin. En tout cas, voilà un peu l'idée. Pour moi, c'est plutôt ça qui serait intéressant éventuellement s'il y a sorti et si aujourd'hui les désavantages sont trop importants pour les États-Unis. En tout cas, c'est ce que pense leur leader. Les désavantages d'être la première monnaie au monde sont plus importants que leurs avantages. À ce moment-là, il se pourrait qu'on ait besoin d'une autre monnaie neutre. C'est ce qui a été beaucoup plébiscité, notamment par Triffin, mais pas que, par Keynes à un moment donné aussi, de dire en fait finalement la monnaie numérique, la monnaie mondiale, la monnaie hégémonique mondiale ne doit être issu d'aucun pays, car ça donne un avantage unfair advantage, donc qui n'est pas loyal, mais également et aussi ça crée des problèmes pour ce même pays à terme. Donc avoir une monnaie neutre, open source, pourquoi pas, hein, puisque Bitcoin est en termes de neutralité quand même ce qui se fait de mieux, et basé à l'époque, c'était, je vais essayer de faire rapidement, mais à l'époque, on pensait notamment à quelque chose qui était basé sur l'or, basé sur l'électricité, basé sur le pétrole, basé sur ce genre de choses. Aujourd'hui, on est quand même en train de basculer dans un monde peut-être post-pétrole, dans lequel l'électricité aura toute son importance. Donc, le prix de Bitcoin est basé en partie sur l'électricité, mais aussi également, bien sûr, sur les semi-conducteurs, qui sera une ressource importante dans le monde de demain également. On le voit, bien sûr, avec l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Le monde est en train de se préparer à ça, hein, globalement, avec l'explosion des semi-conducteurs, des Nvidia et compagnie. On l'a compris quand il y a eu des problèmes de supply là-dessus, et on l'a compris aussi, il y a eu 2 événements majeurs. C'était l'avènement de ChatGPT, qui n'est pas l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est plutôt l'avènement d'un modèle de langage qui peut vous répondre comme un ami. Et ça, les gens ont tout de suite compris, ok, c'est puissant, parce que effectivement, pour le coup, avant, ils ne comprenaient pas tout ce qui était autour de l'intelligence artificielle et donc de ces évolutions-là. Mais voilà, une petite monnaie neutre basée sur à la fois l'électricité et le prix des semi-conducteurs, on va dire que sur le fond, ça peut être éventuellement un truc intéressant pour le monde de demain. Il faut bien comprendre aussi que dans ce cadre-là,
le proof of work reste important. Je prends l'exemple ici, par exemple, de l'or. L'or, ça reste juste un métal qui brillait à un moment donné dans une rivière, et puis il y a un mec qui l'a trouvé. Il a dit ah c'est joli, je vais en chercher d'autres. Puis il y a un autre mec qui a dit bah c'est super joli, ça brille vachement. Est-ce que tu peux en avoir plus? Et c'est comme ça que petit à petit, ça s'est finalement fait dans tous les pays que l'or était effectivement quelque chose qui avait de la valeur. Et grosso modo, alors certes on se base sur 2000 ans où ce truc-là a eu de la valeur, mais grosso modo celui qui me dira la valeur de Bitcoin, c'est rien parce que c'est parti de rien. Ben, la valeur de Bitcoin, c'est l'offre et la demande, très exactement comme ça a été l'or à un moment donné. Si à un moment donné, l'or, on avait découvert une mine incommensurable d'or qui correspondait à 100 fois toutes les réserves d'or de la planète, le prix de l'or aurait chuté parce que tout simplement l'offre aurait explosé et la demande en face n'aurait pas nécessairement augmenté de 10 fois, donc le prix aurait été bien évidemment divisé par 10. C'est une histoire d'offre et de demande. La rareté programmée de Bitcoin accélère sa demande induite, on va dire ça comme ça, mais la rareté programmée par le code. Mais en soi, globalement, cette idée que du proof of work, c'est que pour l'or, il y a un mec qui a pris à un moment donné son excavateur, sa machine, et qui est allé chercher avec sa pelleteuse pour essayer d'en trouver. Et ce proof of work-là existe aussi pour Bitcoin. Il y a un mec qui a acheté une machine, un ASIC, et qui l'a branché, qui a dépensé de l'argent. Donc il y a déjà une certaine forme de valeur, et c'est une preuve de travail. Et la preuve de travail d'aller chercher de l'or, en soi, l'or, je dirais, est plutôt quand même en grande partie, les coûts d'extraction de l'or, c'est de la main-d'œuvre humaine et c'est aussi et également, bien évidemment, de l'essence, parce qu'il y a beaucoup de machines désormais, et souvent vous êtes dans des endroits où pas forcément l'électricité comme il faudrait, quoi. Donc voilà. Voilà pour cette petite aparté, on va essayer d'avancer quand même, parce que pour le coup, je parle beaucoup. Ici, on passe sur votre Street Journal. Michael Saylor qui a 6 milliards de pertes non réalisées. En l'occurrence, c'est sur le trimestre, puisque évidemment, ces derniers BTC, à peu près 30 000, ont été achetés dans les 95 000 dollars, 96 000. Il y a eu d'énormes achats. Globalement, il faut le comprendre. Alors, j'ai pas le tweet, malheureusement, mais je l'ai vu passer hier, voilà. Mais globalement, en fait, vous avez une grosse cohorte qui est sous l'eau en ce moment, en termes de short-term holders, donc des gens qui hold depuis moins de 4-5 mois. Parce que il y a eu beaucoup d'échanges sur la zone des 94-95 000 dollars. Et Seller en fait probablement partie. En gros, vous avez à peu près 240 000 BTC, et dont vous comprenez que Seller correspond à 10% de cette demande-là, puisque 30 000 BTC de Seller ont été acquis dans ces zones-là. Vous avez 300 000 BTC qui ont été acquis et pas encore vendus. Alors pour certains, c'est vendu à perte actuellement. Il y en a certains qui sont sortis, mais vous avez 300 000 BTC qui sont littéralement sous l'eau en ce moment. D'où cet épisode un peu capitulatif, d'accord ? Justin Sun et son action contre First Digital, qui est éditeur du stablecoin, je ne sais plus comment, TUS, je ne sais plus, celui de Binance et celui de Tron. Visiblement, il y a un petit procès entre les deux qui est en train de se dessiner. Crypto Daybook américain avec bon, ça, on en a déjà parlé globalement. Ici, Adam Back qui nous dit que Bitcoin pourrait être le nouvel or, alors que la recherche d'un hedge contre l'inflation sur la prochaine décennie va être importante. Et China qui dit vouloir se battre jusqu'à la fin par rapport à cette fameuse guerre des tarifs. Les stocks européennes aujourd'hui qui prennent 2,6% avec peut-être des choses qui se calment un petit peu sur les tarifs, encore que ça n'est pas nécessairement réellement ce qu'on voit se profiler pour sûr. Mais globalement, sur le S&P, on va juste faire cet aparté-là et ensuite on ira faire la liquidité. Mais globalement, sur le S&P, nous, ce qu'on voyait bien, c'était à minima quand même de venir combler certains gaps. En gros, sur la journée d'hier, on avait ouvert en gap ici. D'accord. Là, la bourse va ouvrir dans 20 minutes à Wall Street. On avait ouvert en gap et on a ouvert là. Pardon. On a ouvert là, on a commencé à baisser sur le début de journée. La première heure, notamment, visiblement, vous voyez le gap qui s'était ouvert ici. On a baissé la première heure et tout de suite, il y a eu cette espèce de news là, directement à l'ouverture des marchés, qui finalement, vous comprenez ici que prendre 200 points à peu près, en tout cas, 300 points sur le S&P. C'est globalement 5% du S&P. La market cap totale du S&P, je ne l'ai pas de tête.
Ouais, la market cap, c'était 42 trillions hier, donc 5%, ça fait 2-3 trillions hein, en quelques minutes. Donc on a vraiment eu cette impression, encore une fois, et c'est tout à fait vrai, l'idée qu'on était sur Pump Fun, alors que ce qu'on regardait, c'était les 500 plus grosses capitalisations américaines. On y va pour les liquidations slash liquidité. 423 millions, c'est plutôt péchu comme journée. On a liquidé plus de shorts que de longues à hauteur de 250 millions contre 166. La map est plutôt rouge puisque l'action de prix a été plutôt haussière. Et globalement, on voit quand même que, par exemple sur Bitcoin, hein, on est à 112 contre 73. Donc malgré une action de prix très haussière, en termes de liquidation de longue, on en arrive à prendre bien 40% de ce qui a été liquidé, voire plus, hein, 60% de ce qui a été liquidé en short. Ether, même chose, hein, 60-40, vous voyez. Donc globalement, même idée quand même avec une action de prix qui a été plutôt haute. Donc globalement, on sort un peu les retardataires hein, sur les petits mouvements en tout cas. Carnet d'ordre avec les achats-ventes au spot. Beaucoup d'ordres qui ont été touchés ici dans cette zone-là. On n'est pas venu visiter 74 sur lequel il y avait belle demande de 270 BTC. Grosso modo ici, bon bah ça remonte. On touche quelques ordres à l'achat, mais c'est pas énorme non plus. À peu près. Ah, ici peut-être 200, oui, ici on touche 200 BTC. Et là, on commence à re-rentrer dans les zones de vente, puisque globalement, hein, et c'est ce qu'on peut voir en termes de sentiments, en tout cas quand même, au travers de cette descente, vous avez des gens qui veulent sortir du navire ici, d'accord? Peut-être ces gens-là qui ont acheté les 93, 94 000, justement, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, ici... Alors, on était shorté, ça n'a pas été touché, le haut. Hein, je parle ici des 85 000, bien sûr. Ici, on était pas mal longué, c'est pour ça qu'on avait rajouté ce point-là. Ensuite, le prix monte, le funding se balade sur le côté, donc on va dire que c'est pas choquant, voilà. Et par contre, il y a un gros short ici, vous le voyez, qui s'ouvre globalement sur toute cette zone-là, donc sur le top. Donc, globalement, on est, pour moi, assez fortement shorté sur le top ici. C'est peut-être vers là qu'on se dirige, d'accord? Et sinon, derrière, c'est un peu l'inverse. Là, vous voyez que ça descend alors que le funding est à la montée. Donc, on est un tout petit peu longué sur le bottom local. On va parler de celui-là. Donc, à ce stade, pour la journée, on pourrait peut-être se dire quand même qu'on va se diriger au-dessus de 81 et quelques. Et attention, parce que ou alors on passe dessous avant. Et là, c'est plutôt une bonne chose, hein, presque, de se dire, bah, on est passé dessous. Tout va bien, on a mangé un peu à la cantine et on peut aller maintenant bien au-dessus, à savoir 84, 85 serait un endroit intéressant sur lequel aller s'échouer finalement. Mais voilà, niveau de price action un peu de la journée, hein, malheureusement, qui trouvent leur porte à l'entrée-sortie hein, de cette épaule droite, si c'en est une. À l'envers, c'est difficile de dire si c'est l'épaule droite ou l'épaule gauche. Comme ça, je suis l'épaule gauche, mais bon, on va la mettre à droite puisqu'elle est à droite, d'accord. Les liquidations sur nos amis de iBlock. Si vous prenez un abonnement à iBlock, n'hésitez pas à passer par le lien de la chaîne. Ce sera moins cher, dans les moins 15, moins 20%. Mais surtout, bah, ça leur permet de voir qu'effectivement, sur mes followers, il y a quand même des gens qui viennent prendre des abonnements. Je crois que je ne touche rien, mais en tout cas, j'ai iBlock gratuit, hein, grâce à tout ça, sans trop de problèmes. Et je crois que petit à petit, parce que vous devez être 3 hein, à avoir pris iBlock sur mon compte, mais petit à petit, il me redécale les droits, en fait, donc j'ai jamais à payer iBlock, je suis plutôt agréable, il n'y a pas de souci avec ça. Ici, on voit que ça avait shorté fort sur... alors, est-ce que c'est des initiés ou pas hein, mais effectivement, on est shorté sur le top, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et effectivement, est-ce qu'on est longué sur ce point-là? Non, pas tellement. En tout cas, c'est pas forcément ce que voit iBlock, lui, pour le coup. On a créé, certes, une petite poche de liquidité autour des 75, etc. Mais globalement, il semblerait plutôt qu'on se dirige, dans un premier temps, vers les 81. Attention, potentialité que ça devienne une résistance. Et puis, pourquoi pas, vers les 85. Ici, il faut comprendre que cette zone de 78 à 80... représentait des liquidations. Hein. C'était une box de liquidité qu'on avait identifiée assez fortement. Donc là, il y a eu beaucoup de BTC qui ont changé de main dans cette zone-là. Ces gens-là, il y a deux psychologies dans leur manière, puisque là, on est en train de retourner sur leur zone d'achat, puisque là, il y a des gens qui ont acheté. Il y a des gens qui ont vendu, certes, mais il y a des gens qui ont acheté, d'accord
il y a une psychologie assez forte qui est de dire bah, ils se sont retrouvés sous l'eau à un moment donné, donc ils pourraient avoir envie de venir revendre à break-even. Donc ça, c'est la psychologie d'une inversion de polarité. J'ai fait toute une vidéo là-dessus parce que c'est important de comprendre ici. On peut parler inversion de polarité, pour moi, on peut parler de plein de termes techniques, mais si on ne comprend pas la dimension psychologique de ces termes techniques, inversion de polarité, en fait, ça correspond à quoi? Un retest d'une épaule tête-épaule inversée, ça correspond à quoi? En une phrase, je dois pouvoir dire la phrase en trading psychologique qui correspond totalement à ce que je viens de voir. C'est-à-dire, voilà, bon, en l'occurrence ici, les mecs qui avaient, pour le coup, acheté cette zone, puisqu'il y a des gens qui ont acheté cette zone, sinon on ne serait passé tout droit. Et là, en l'occurrence, ça a pris un petit peu de temps, ça s'est fait petit à petit. Les gens qui ont acheté cette zone, eh bien, peuvent avoir peur, là, ici, dans la zone, et revendre, éventuellement. C'est possible. Ça, c'est l'inversion de polarité. À l'inverse, si on réintègre le support, eh ben, c'est plutôt l'inverse. Sous-entendu, le sentiment est plutôt bon, psychologiquement. Pourquoi? Bah, parce que c'est plutôt ceux qui ont vendu dans cette zone qui se mettent à racheter la zone. Ils se sont mis hors marché pour... Par exemple, le potentiel Black Monday qui s'était soi-disant préparé sur la journée d'hier. Hein. Tout le monde ici avait quand même un petit peu les fesses qui faisaient bravo sur ce point-là. Et puis en l'occurrence, à l'inverse, ici, ils se disent, bon, peut-être qu'on en est sorti, regarde, la Fed reprend, nanana, etc. Psychologie du marché de réintégration du support, qui veut dire ceux qui avaient vendu... ceux qui avaient acheté le support et vendu la perte du support, finalement, rachètent le support à nouveau. Voilà, bon, les bulles de liquidité, ça me paraît pas extrêmement intéressant. On a vu en tout cas qu'on était, grosso modo, sur 80, il y a des liquidations intéressantes à venir chercher. Et voilà. Ether, sur sa 7 jours, bon, bah, vous voyez que la belle zone de valeur, c'est 1853. Ce qui correspond, je trouve, hein, plutôt pas mal. Alors, il y a un petit manque de liquidité intermédiaire pour y aller. Il y a peut-être aussi une prise de profit parce que Ether, si on regarde le... on va se mettre, pardon, comme ça, histoire d'être complet, hein, comme ça je vous la fais pas à l'envers. Ouais, il y a eu du passage en funding négatif quand même, assez violemment, jusqu'au 0,01, ça reste un peu neutre, mais voilà. Globalement, sur la montée, bon, ça reste longué, hein, d'accord, il n'y a pas énormément de contrats qui sont rajoutés, Terre qui n'intéresse pas grand monde en ce moment, et puis, ouais, grosso modo, il n'y a rien, il n'y a pas de grosse divergence non plus. Mais le funding reste en zone à peu près neutre, il y a peut-être eu de la prise de profit. Pour moi, c'est pas choquant, la quantité de prise de profit qu'il y a eu, sauf à dire peut-être un petit peu ici, d'accord. Là, j'ai le prix qui revient à 1636. Et à l'inverse, j'ai un funding qui redescend. Donc on était shorté, pardon, sur cette zone-là. Il n'y a eu pas de prise de profit. S'il y avait eu de la prise de profit, le prix serait monté et le funding serait monté plus vite. À l'inverse, si j'ai un prix qui descend et un funding qui monte, là on a de la prise de profit short. On revient sur... voilà. Ouais, globalement, 1850, c'est pas déconnant sur Ethereum de se dire, bah, si on arrive à mettre en place la petite épaule, tête-épaule qui est là, vous voyez que, globalement, moi j'ai donné 1815, mais globalement, c'est une belle zone de vente pour ceux qui auront éventuellement racheté ça, et racheté ça. Vous voyez que, quand même, attention justement sur cette fameuse inversion potentielle de polarité de la zone, en fait, des 1750, qui pourrait éventuellement, pour le coup, nous donner le truc inverse, c'est-à-dire inversion de polarité. Voilà mon avis un petit peu sur toutes ces choses-là. Ça sera encore une conclusion en booléen, c'est comme ça qu'on dit, je crois, en condition if-then, parce que d'une certaine manière, ici vous l'aurez compris, cette épaule tête épaule elle est mignonne. D'ailleurs, Target, on l'a pas dit, on l'a dit pour Ethereum, on l'a pas dit pour Bitcoin. Target à peu près 85 363. Est-ce que ça correspond à une zone de liquidité violente? De mémoire, oui. Sur la weekly, il me semble que c'est à peu près la zone du haut. Ouais.
c'est pas, vous voyez, la liquidité sur Ethereum est vachement plus développée quand même, mais bon, il y a cette box qui est la box weekly. Et vous comprenez ici qu'on manquait de liquidité intermédiaire. C'est ce qu'on avait dit hier aussi, hein, c'est de dire si on retourne à 80, ça va manquer de liquidité intermédiaire. Et comme on larve ici un petit peu en haut, on est peut-être en train de justement la rajouter, cette liquidité intermédiaire. Donc sur Ether, ouais, 85-86, c'est pas déconnant non plus. Ça semble pas nécessairement ce qui va se faire, c'est-à-dire que pour le moment, en fait, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo, hein, je suis désolé, mais la structure est baissière et on est sur trend. On a en même temps une résistance et en même temps une trend, d'accord, qui pourront faire que éventuellement cette ETE ne se fasse pas. C'est déjà arrivé par le passé, notamment il n'y a pas très longtemps, je me rappelle qu'on avait étudié une ETE ici qui était en formation, qui était plutôt mignonne et qui en fait ne s'est même pas faite, on a rejeté typiquement comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est celle-ci. Je pense que c'est celle-ci. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est celle-ci. Ici, c'était la zone des 79, 77. Non, c'était peut-être juste avant. Alors celle-là a bien marché. Je sais plus. Pas dramatique. Bon, celle-là, oui, celle-là, au final... Oui, au final, elle a temporisé. Elle a légèrement cassé aussi, mais je pense pas qu'elle vienne chercher pour le coup sa target. Hein. On avait une target qui était, je pense, plus haute ici. Peut-être pour ça que dans mon idée, elle est restée foireuse. Voilà, target était plutôt autour des 92,7 qu'on n'a pas eu au final, d'accord. Donc voilà un peu l'idée les amis, pour moi c'est du if then, si on arrive à casser le 4 heures etc, bon ben voilà, c'est recoupement haussier à minima dans des zones plutôt sympathiques, c'est-à-dire 85 000 $, hein, vous comprenez ici que ça vous donne une pulse intéressante, et si en revanche on n'y arrive pas, que ça rejette ici sur ces zones là, bon ben pour le coup c'est retour en l'envoyeur, c'est-à-dire nouveau plus bas, en dessous de 74 337. Comment on est monté? On est monté d'une manière un peu bizarre à cause de cette petite mèche là ici. Moi j'aime bien savoir en fait comment on est monté, comment on est descendu. Cette mèche est bizarre parce que c'est une news, c'est une fake news, donc du coup c'est un peu bizarre. Mais on devait y aller, hein, d'accord. Il faudrait comprendre que sinon on aurait sûrement fait en fait globalement c'est comme si cette mèche n'existait pas, sauf qu'elle nous enlève du shorter, elle nous enlève ça et ça de shorter. Mais grosso modo, si jamais on doit pas passer. Et c'est toujours pareil, hein, voilà, ça serait vraiment possible que ça soit le cas. Bah, c'est un peu la même idée que ce qu'on avait eu sur le flag précédent, hein, c'est-à-dire réfléchir à ça comme un canal slash peut-être un flag. Et le flag précédent, il est où? Il est là, je crois. Ouais, alors grosso modo, c'est plutôt la grosse figure ici, le biseau là. Qu'on est quasiment allé retester, hein, on peut éventuellement se dire que c'était un retest, en tout cas on n'était pas très loin, hein, d'accord, si je le tire un peu comme ça, si je me débrouille, hein, voilà, si je faute un peu avec mon intégralité intellectuelle, je peux arriver à le placer un peu comme quelque chose qui vient d'être retesté, mais globalement voilà l'idée, et là on serait en train en fait de juste retester le flag, d'accord, donc c'est-à-dire je le perds ici, et là je viens le retester pour rejeter. Ça voudrait dire qu'on vient décaler légèrement au-dessus de la trend, ou que le retest est foireux. C'est-à-dire typiquement, voilà, il ne va pas sur trend. Un petit peu comme là, le retest est un peu foireux. Il lui manque un petit quelque chose pour vraiment venir retester proprement. Donc voilà un peu l'idée pour moi. C'est du if-then, c'est-à-dire conditions qui sont des probabilités dépendantes l'une de l'autre, on va dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, il faut le dire. N'hésitez pas à le dire, il faut le dire en fait. Prenez ce temps-là parce que c'est un peu fatigant de faire des vidéos quand même, puis de les poster, tout ça et tout, sans demander rien en retour. Hein. Comprenez bien aussi que c'est pour ça que je suis très tranquille. Bah, pour des périodes où je suis moins présent, que ce soit sur Twitter, le Discord ou quoi que ce soit, c'est parce que chez moi, je vous demande vraiment rien. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à jouer ce jeu-là, qui est de dire tout simplement, bon bah ok, je joue le jeu avec soit les liens d'affiliation, soit toutes ces choses-là. Et je rappelle bien sûr que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc voilà, moi, ça me prend du temps d'aller poster les choses, etc. J'aimerais bien un petit peu plus d'engagement de votre part, si c'était possible. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour sera...
Est-ce que vous faites du saut à la corde? J'ai fait beaucoup de saut à la corde aujourd'hui. C'est une partie de sport que j'aime vraiment bien, parce que je déteste courir, en fait. Vraiment, j'aime pas ça. Et le saut à la corde, ça correspond à faire non seulement un peu comme si vous couriez, mais en plus un petit peu de haut du corps, hein, puisqu'il faut la faire tourner, la corde, surtout quand elle est un peu lourde. Donc voilà, est-ce que vous êtes pas trop mauvais là-dedans? Moi, je me débrouille plutôt bien, parce que j'ai des années de boxe un peu derrière moi. Donc du coup, je me démerde de ce côté-là. C'est très bon pour l'endurance, très bon pour le cardio, très bon pour les jambes. Si vous voulez perdre du poids, bah, finalement, il n'y a que ça. Il n'y a que travailler sur les jambes qui va marcher. Faut faire travailler les gros muscles. Les gros muscles, c'est les jambes. Celles qui arrivent à porter vos 80 ou 90 kilos tous les jours. C'est ceux-là qu'il faut faire bosser. Donc voilà, question à la con, mais moi j'aime bien. C'est le principe de question à la con. C'est de poser ces questions-là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, encore une fois, on est un petit peu sur du... Si jamais ma tante en avait deux, on l'appellerait mon oncle. C'est-à-dire, s'il se passe ça, bah, il se passe ça. Et s'il se passe ça, bah, il se passe ça. Voilà, vous avez ici toutes les clés, je pense, en tout cas à minima, pour avoir l'idée. Attention à la temporalité des niveaux, c'est-à-dire que si j'ai juste une mèche là et je réintègre littéralement le tout, vous comprenez que c'est un signal foireux. Donc la temporalité des niveaux est importante. Ici, clôturer et hard closer le 4 heures est quelque chose d'important. Ici, éventuellement sur la trend, vous pourriez éventuellement lui donner une temporalité aussi. Voilà, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait partir sur du 4 heures aussi. C'est de la structure 4 heures, donc pourquoi pas un hard closing de cette trend-là également en 4 heures, pourquoi pas. Donc une bougie entière. Malheureusement, sur les trends, moi je trouve que ça fait perdre une bonne partie du mouvement. C'est-à-dire qu'assez souvent, quand on casse vraiment une trend, le truc est impulsif d'un coup, d'accord? Donc je trouve que d'attendre le hard closing de la trend fait perdre une partie du mouvement, ce que je trouve pas nécessairement très intéressant. Vous pouvez vous poser aussi la question comme est-ce que ça c'est un vrai retournement ou est-ce que c'est une correction? En l'occurrence ici, bon, par rapport à ça en tout cas, même si la pente est pas très loin, ça semble quand même plutôt correctif, d'accord? Je sais pas, je crois pas qu'on puisse faire l'exact opposé, mais globalement on peut la faire à vue de nez comme ça, en la traçant, hop, comme ça. Et essayer d'avoir un angle droit. D'accord? Ici, globalement, ça, c'est beaucoup plus impulsif que ça. Pour le moment, en tout cas, de ce qu'on voit. D'accord? Et ça, on est en train de le perdre, alors que ça, c'était dans une belle accélération. On va voir, encore une fois, et ça reste toujours du if-then. J'ai pas fait les analyses de points de contrôle, ça serait intéressant de les faire. C'est-à-dire que, ici, théoriquement, je dirais que entre ce low et ce low, moi j'aime bien faire structure par structure, c'est-à-dire voilà, entre ce low et ce low, par exemple, on en est où? Bah, c'est 83 qui sera le juge de paix. Si on va tirer jusque là, je pense que c'est la même chose. 83, 300. Si on tire globalement jusque là, ça doit être au-dessus. Non. Donc 83 est un point de contrôle intéressant. On le voit ici sur le node de volume profile, qu'il serait intéressant de regagner. C'est vraiment l'endroit dans lequel, depuis le 21 février, c'est le point de contrôle du mois, a glissé à 83, au travers du range 82-88 qu'on a eu précédemment. Donc réintégrer 83 veut dire pour sûr se rebalader à nouveau dans le range. Refuser sur 83, vous comprenez ici que pour le coup avant c'était 96, quand on avait fait, je sais plus si c'était cette vidéo là, ouais voilà, bah, on le voit 96. Ici, là, voilà, là, le node ici plus haut. Désormais dans la structure dans laquelle on est, c'est plutôt 83 qui est intéressant. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. On espère que ça va casser. Personnellement, je suis plutôt positionné longue. Donc j'espère vraiment que ça va casser sur ces zones-là. Grosso modo, pour chercher du short, enfin moi, ça serait plutôt mon del. Ça serait plutôt sur la grosse trend ici. D'accord, on va chercher un short qui sera plutôt un short de positionnement, si jamais on doit le faire. Donc pas forcément sur des trends intermédiaires ici où je suis moins à l'aise. Maintenant, pourquoi pas. Tout comme quand on cherche du long, comme on cherche un trade de position, un retournement, on ne le cherche que sous la structure. D'accord? Donc là, la structure doit être perdue pour qu'on commence à se dire, ok, c'est quoi le retournement? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? D'accord? Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!